Bonsoir Geneviève Fioraso. Bonsoir. Fioraso, pardon. Manuel Valls a pris un peu tout le monde par surprise aujourd'hui en déclarant qu'il allait supprimer, rayer purement et simplement cette première tranche d'impôt sur le revenu. Vous aussi, vous avez été surprise ? Je crois qu'à plusieurs reprises, Manuel Valls a dit que le seuil des impôts était devenu intolérable pour une partie de la population aux revenus très modestes. D'ailleurs, il faut quand même répéter que 50% des impôts que reçoivent aujourd'hui les contribuables sont liés à des décisions qui ont été prises par le précédent gouvernement. Non, par celui-ci en l'occurrence. Là, on est en train de détricoter, de faire ressortir de l'impôt ceux qui y sont entrés depuis que François Hollande ce que vous dites, a changé la fiscalité. Mais je rappelle le contexte général des impôts et les augmentations qui étaient dues au précédent gouvernement. S'il l'a fait, c'est qu'il a senti que les Françaises et les Français estimaient, pour les plus modestes d'entre eux, que la facture était trop lourde. Sur le moment, il y avait quand même un discours de politique générale hier, une gauche qui attendait des gages, c'était peut-être le moment de leur dire, c'était pas le bon moment face à la représentation nationale, une annonce comme celle-ci aussi importante? Je laisse au Premier ministre le soin de choisir le moment le plus adéquat pour faire ces annonces. Vous avez été surprise, mais donc. il l'avait déjà annoncé, je n'ai pas été surprise, c'était dans la continuité de ses propos et de tout ce qu'il a dit depuis qu'il est Premier ministre. Alors, on vient d'en parler, c'est quand même le détricotage méthodique de ce qui a été fait, en tout cas sur cette fiscalité depuis 2 ans par François Hollande. Est-ce que ça pose pas un problème, ça ? Moi, je ne vois pas de détricotage. Je vois au contraire une volonté de tenir les deux bouts. C'est-à-dire de faire en sorte que notre pays demande une solidarité à ceux qui peuvent être solidaires pour redresser le pays, pour qu'on puisse investir. Et dans le même temps, nous avons un devoir de protection des plus modestes. Donc on est exactement dans un équilibre. Et c'est cet équilibre-là que Manuel Valls et le gouvernement défendent. Est-ce que ça risque pas de créer un nouveau déséquilibre? De moins en moins de Français vont payer cet impôt sur le revenu, qui est un impôt, dit-on, citoyen. Je déclare mes revenus, je participe à l'effort collectif. Ils vont être de moins en moins nombreux à penser qu'ils sont... ils vont penser, qu'ils sont de moins en moins nombreux à participer à cet effort collectif. C'est ce que disait la gauche, d'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy voulait faire la même chose en 2009. Demandez aux gens qui ont des toutes petites retraites ou aux gens qui sont aujourd'hui en difficulté s'ils se sentent moins citoyens parce qu'ils ne payent plus d'impôts, parce qu'ils vont être soulagés des impôts qu'ils ont du mal à payer. On a bien vu qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient des Donc ça a été une erreur les 2 premières années de les avoir fait entrer dans l'impôt. Alors c'est ce que vous dites? Non. Bah si, c'est l'un ou l'autre. Soit c'est bien maintenant et c'était pas bien avant. Non, parce qu'il y avait un contexte qui était différent. Le contexte a changé. On est dans un contexte de déflation. On est dans un contexte où la croissance est moins forte que prévu. Donc c'est normal qu'un gouvernement prenne des mesures qui sont adaptées au contexte politique et au contexte économique. Je crois que les gouvernements qui ont un dogme et qui le déroulent et qui ne changent pas d'avis, ce ne sont pas des gouvernements modernes. Un gouvernement moderne, il s'adapte à la réalité, c'est le cas. Un mot sur ce qu'on va appeler la boulette du jour. Il s'en est excusé d'ailleurs à l'Assemblée, le ministre de l'économie qui parle des ouvrières illettrées des abattoirs GAD. Est-ce que ça vous a choqué cette formule ? Non, parce que j'ai pris ça pour une maladresse. Ça n'était pas ce qu'il voulait dire. Moi, je connais Emmanuel Macron et il est préoccupé par les différences, les disparités qui existent dans notre pays. Que des femmes de 50 ans soient d'un seul coup renvoyées, qu'on n'ait pas investi, que les industriels n'aient pas investi pour moderniser leur entreprise, parce que c'est bien ça le sujet. Si tant d'entreprises de l'agroalimentaire en Bretagne aujourd'hui ferment leurs portes, c'est bien parce qu'on n'a pas investi dans l'innovation. Et parce qu'on n'a pas fait suffisamment de formation professionnelle. Ce qui a choqué, ce sont les mots. Et là, en tant que ministre, je suis concernée. Ce qui a choqué, ce sont les mots. Est-ce qu'ils vous ont choqué? Ce mot n'était pas des plus heureux. Il s'est excusé. Il a eu la modestie et de s'excuser. Ça n'est pas quelqu'un d'arrogant. C'est simplement quelqu'un qui est nouvellement ministre et il n'avait pas, semble-t-il... une faute de jeunesse, vous diriez? Anticipé. Une erreur de jeunesse politique? Non, vous savez, c'est un philosophe, c'est quelqu'un de très fin, Emmanuel Macron. Ça aurait été plus facile pour lui d'être à droite. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de résonance? Par exemple, à votre place hier, Michel Delaunay, ancien ministre du gouvernement précédent, de Jean-Marc Ayrault, disait qu'elle était étonnée de voir les parcours politiques de ces personnes qui ne se sont jamais heurtées à ce qu'elle appelle la vie réelle, la vraie vie, la vie que les Français connaissent. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui peut arriver au détour de dérapages comme ceci? Les mots n'ont pas le même sens selon où on se trouve. Moi, je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Dans un gouvernement, on a besoin d'expertises différentes. On a besoin de gens, comme moi d'ailleurs, qui ont une expérience professionnelle diversifiée, qui ont été élus de terrain. On a besoin de gens qui ont une expertise très fine et qui ont réfléchi à des sujets très complexes, parce qu'on est dans un monde de plus en plus complexe. Quitte à ne pas sentir la résonance du pays quand on parle d'illettrés, pour des gens qui perdent leur travail. Vous n'en avez jamais commis d'impair dans votre vie professionnelle. Tout le monde commet des impairs. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir d'arrogance et savoir le reconnaître. Et croyez-moi, ça n'est pas
si facile de le faire devant l'Assemblée nationale quand vous êtes ministre depuis peu de temps. On va parler de votre portefeuille, l'université. Vous avez présenté le bilan de la rentrée universitaire aujourd'hui en Conseil des ministres. Tout à fait. Vous avez maintenu l'objectif 50% d'une classe d'âge au niveau de la licence contre 42% aujourd'hui. Ça peut paraître étonnant quand on parle de l'université, d'ambition comme ça, former la jeunesse pour l'avenir, de dire on va passer de 42 à 50 pour la licence. C'est vraiment un objectif important d'après vous, ça ? Pas seulement pour la licence, pour un diplôme après le bac qui peut aller du DUT jusqu'au doctorat. Pourquoi c'est important ? Parce qu'un jeune qui est diplômé de l'enseignement supérieur a 4,5 fois plus de chances qu'un autre de trouver un emploi facilement. Et quand on a plus de 22% de jeunes au chômage, je crois que c'est essentiel de penser d'abord à la jeunesse et à son insertion professionnelle. D'où la volonté, oui, d'avoir une université ouverte à la réussite des étudiants et ouverte à la formation tout au long de la vie. On baisse, entre guillemets, le niveau d'exigence de la notation pour atteindre ce chiffre. C'est un petit peu ça l'idée ? Non, vous savez, aujourd'hui, ce qu'on faisait auparavant dans les classes prépa, on le fait maintenant en terminale. Donc il ne faut pas dire que le niveau a baissé. On a doublé le nombre d'étudiants déjà en 30 ans, donc c'est important. Il y a 2 fois plus de diplômés qu'il y a 30 ans. Oui, mais le bac, par exemple, il y avait des objectifs comme ça qui ont été atteints d'ailleurs depuis. Aujourd'hui, tout le monde ou presque a son bac et le bac n'apporte plus un emploi. Je veux bien qu'on soit une exception française, mais toutes les nations, et en particulier les pays émergents, ceux qui sont en dynamique, tous les pays investissent massivement dans la qualification de leurs jeunes, de leur jeunesse. Tous les pays. Et nous avons plutôt du retard sur ces pays parce qu'ils sont allés très vite. Donc il nous faut rattraper ce retard et accueillir tous les jeunes, y compris ceux qui viennent de bacs différents, de bac pro, de bac techno. Et il faut au contraire s'adapter aux jeunes. C'est ça l'avenir. C'est pas le malthusianisme et fermer les robinets. S'adapter aux jeunes, ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui nous écoutent ? Ça veut dire les accompagner. Éventuellement, mettons-leur la moyenne parce qu'ils ont d'autres choses à proposer, même s'ils n'ont pas compris le cours. C'est ça l'idée ou pas ? Einstein, avec un système comme celui que vous semblez préconiser, il n'aurait pas passé le cap de la 4e. Et ça s'est révélé être Je pose des questions, je préconise rien. Je ne prends pas parti dans ce débat. J'ai senti un peu dans le ton. Je suis un contradicteur. Bien sûr. C'est ma fonction. Mais justement, dans la contradiction que vous portiez, pardonnez-moi, sous-entendez cela. Non, je crois que la sélection et l'élitisme n'est pas le moyen. Il faut viser l'excellence pour tous. Donc il ne faut pas baisser la garde, il ne faut pas baisser le niveau. Il faut jouer l'excellence parce qu'on doit continuer à être attractif. Notre université doit être attractive. Nous sommes redevenus, depuis la suppression de la circulaire Guéant, l'anglais, etc., nous sommes redevenus le 3e pays au monde à accueillir des étudiants étrangers qui a 95% publicite notre formation. Ce qu'il faut, c'est accompagner les jeunes. Les accompagner en renforçant leur niveau quand il est trop faible. C'est faire de l'enseignement plus individualisé, se servir du numérique. Moi, j'ai introduit les MOOCs. Il y a 350 000 inscrits aux MOOCs maintenant. Pardon, Madame Furazo, parce que c'est une question importante. Une de vos mesures qui fait polémique, la suppression de la bourse au mérite, la méritocratie républicaine, vous n'y croyez plus ? J'y crois d'autant plus Alors pourquoi avoir supprimé cette bourse au mérite ? J'en suis issue par ma famille, donc j'y crois beaucoup. Alors simplement, elle ne jouait plus son rôle. Au moment où elle était mise en œuvre, elle jouait son rôle. Mais aujourd'hui, on a multiplié par 5 le nombre de mentions très bien au bac, mais le pourcentage de jeunes issus de milieux modestes, donc boursiers, n'a pas augmenté. Pourquoi ? Parce que la sélection, le déterminisme social, il joue plus tôt, dès le CP. Donc il fallait, pardonnez-moi de l'expression, j'espère que je n'aurai pas à m'en excuser, mettre le paquet dès la maternelle et même dès la petite enfance. C'est ce qu'on a fait avec les 55 000 postes. Et au contraire, mieux s'adapter. C'est pas quand même un mauvais signal. Quelqu'un issu d'un milieu très défavorisé qui va avoir sa mention et qui n'aura pas sa bourse parce que vous avez décidé que ça se faisait plus. Il aura sa bourse parce qu'au lieu des 39 millions de la bourse au mérite pour un tout petit nombre de jeunes, nous avons injecté 458 millions de bourses pour les étudiants et en fonction de critères sociaux. Donc nous avons fait beaucoup plus, davantage et mieux et pour tous les jeunes parce que nous avons une grande ambition. Merci Geneviève Furazo d'être venue répondre à nos questions ce soir.